Nouveau forum des lecteurs, France Bleu La Montagne, Corrèze Télévision, un forum qui a pour thème la chambre d'enfants et vous le voyez, un forum entièrement féminin avec deux jolies jeunes dames. Il s'agit de Mélanie Chapuis pour Maculée Conception aux éditions Luce Vilquin et Valentine Gobi pour Kinder Zimmer aux éditions Actes Sud. Un débat animé une nouvelle fois et nous l'accueillons avec plaisir par Florence Bouchy. Alors un plateau intitulé effectivement La chambre des enfants. La chambre des enfants, c'est la traduction stricte du livre de Valentine Gobi, Kinder Zimmer. L'histoire, alors on en dira un peu plus bien sûr tout à l'heure, l'histoire assez incroyable de cette pouponnière qui existait, qui avait été créée dans le camp de Ravensbrück, donc une sorte de chambre des enfants, mais dans un lieu où évidemment on n'en attendait pas. Nous aurons également avec nous Mélanie Chapuis pour Maculée Conception. Je pense qu'on entendait le titre, le jeu avec l'expression Immaculée Conception. Cette fois-ci, ce n'est pas l'Immaculée Conception, c'est la Maculée Conception. Nous allons voir quelle image de la maternité et du rapport mère-enfant se crée à travers son roman. Alors, Valentine Gobi, tout d'abord. Racontez-nous un petit peu comment vous avez découvert l'histoire, enfin l'existence de cette pouponnière. Le mot est charmant, pouponnière, la réalité l'est un peu moins. Comment vous avez découvert l'existence de cette pouponnière à Ravensbrück? Bonjour. Ravensbrück, c'est un camp sans archives. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de camps qui n'ont pas du tout d'archives, sur lesquels on n'a pas de documentation pour travailler sur le plan historique. Ravensbrück, c'est un camp dont toutes les archives ont été détruites. Ce qu'il reste, c'est la mémoire des gens, quelques documents qui sont sortis du camp, et puis les traces des procès de l'après-guerre qui permettent de reconstituer un certain nombre d'éléments. On connaît le Ravensbrück qui a été reconstitué par Germaine Tillion, qui a regroupé des témoignages très importants pour essayer de recréer l'univers de ce camp, mais on en ignore énormément de choses. Et moi, j'ai rencontré en fait un homme de 65 ans qui était né à Ravensbrück. Vous l'avez rencontré par hasard, le par hasard de la vie? Il se trouve que je m'intéresse beaucoup de toute façon à la Deuxième Guerre mondiale, alors c'est peut-être pas tout à fait un hasard, mais c'est un hasard que la discussion est portée sur ce sujet. En fait, ce qui était très étonnant, ce n'est pas qu'un enfant naisse dans un camp. Pour rappel, Ravensbrück, ça n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de déportation politique où sont passées environ 140 000 femmes. Statistiquement, un certain nombre devaient être enceintes puisqu'elles venaient de leur vie ordinaire. C'était des résistantes avec des familles, un métier. Et donc, elles arrivaient dans les conditions de leur arrestation. Qu'il soit né n'est pas donc particulièrement exceptionnel. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il en soit sorti vivant. En fait, c'était un camp de travail où la vie était extrêmement dure. La grossesse n'était évidemment pas une bonne nouvelle dans ces conditions. Et l'on savait que jusqu'à septembre 1944, les femmes étaient avortées très tard et les bébés assez rapidement tués. Ce qui est très étonnant, c'est l'existence justement d'un lieu qui n'est pas vraiment une pouponnière. On ne sait pas comment traduire ce mot autrement, mais une sorte de tolérance à la maternité qui est une petite pièce qui n'a été connue que de celles qui l'ont fréquentée. Il y a eu 522 bébés qui sont nés. On là. en a le décompte quand même approximatif, évidemment. Oui. Ça ne repose que sur des témoignages. 31 sont sortis vivants, avec une espérance de vie de moins de 3 mois. Et ça a duré entre septembre 1944 et mars 1945, c'est-à-dire très peu de temps. J'ai pu, par la grâce de ces rencontres, faire la connaissance des 3 bébés français qui sont sortis vivants de cette pouponnière, rencontrer une des mamans et rencontrer surtout, ça a été la rencontre clé, la puéricultrice de cette pouponnière, qui est une grande résistante, qui s'appelle Marie-Josée Chombard-Delove, qui toute sa vie ensuite a, je dois dire, milité sans relâche pour l'enfance, qui a été notamment présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui milite pour les droits des Roms en ce moment, qui est une dame de 94 ans, dont l'esprit de résistance ne s'est jamais tari. Et donc j'avais évidemment envie de raconter cette histoire parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle n'est pas connue, et surtout parce qu'il me semble que ce qu'elle dit de l'extraordinaire capacité de résistance de l'homme déborde complètement le cadre purement historique et géographique
de l'événement de la pouponnière. Maintenir la vie 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, si c'est possible. Envisager la vie comme une œuvre collective, parce que les mamans mouraient, parce que les bébés mouraient, mais que la vie continuait à être transmise dans cette petite communauté de femmes. Et puis elle s'aidait, elle a donné du lait, par exemple quand c'était possible, quand l'une n'en avait pas. Il n'y avait absolument rien qui était fourni par le camp, ni nourriture, ni chauffage, ni vêtements, ni médicaments. C'était donc vraiment une lutte de chaque seconde qui est extraordinaire. Elle est splendide. On parle beaucoup d'actes héroïques quand on parle de résistance, on parle rarement de ce combat qui au fond signifie quoi ? Que dans un lieu pareil, des gens ont cru que la vie ordinaire était possible. Et là est leur plus grande victoire. Parce que, évidemment, le camp c'est rude, évidemment, le contexte est très difficile. Mais moi, je ne voulais pas raconter l'échec. Je voulais raconter, au contraire, comment, avec très peu de moyens, la flamme avait pu être maintenue vivante au pire moment, dans les ténèbres. Et c'est aussi une réflexion sur la maternité. Qu'est-ce qu'être mère et est-ce que vouloir être mère quand on est dans ces conditions-là, c'est souhaitable ? On pourrait même se dire, est-ce que c'est courageux ? Est-ce que c'est égoïste ? Quel avenir réserve-t-on à l'enfant qu'on fait naître ? Donc du coup, évidemment, c'est une réflexion sur la maternité aussi. Absolument, parce que il n'y a pas d'angélisme dans cette histoire. Mila, mon personnage, arrive enceinte, ignore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle et a plutôt tendance à penser qu'elle porte la mort et non la vie. La mort de l'enfant lui-même, parce qu'il suffit de se regarder dans le corps d'autrui pour voir ce que l'on va devenir et imaginer que ça va pas être possible d'aller au bout de cette histoire. Il y a déjà peu de nourriture pour chacun, donc quand on a 2 personnes à nourrir, ça semble encore plus improbable. Et puis par ailleurs, c'est la mort pour soi, parce qu'évidemment, c'est une charge énorme. Et donc ça n'est pas une bonne nouvelle. Et pendant toute la première moitié du livre, cette jeune femme, il faut imaginer dans quel effroi elle est. Il y a l'effroi du camp lui-même. La figure de nourrisson est vraiment centrale à ce roman. Le nourrisson, c'est qui ? C'est l'enfant à naître, c'est nous aussi, nous, les innocents face à cette histoire que nous n'avons pas traversée. Et ce sont ces femmes qui, à l'orée du camp, n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Nous connaissons la fin de l'histoire. Les témoignages partent toujours de la fin. Mais là, je voulais entrer avec elles dans cet espace qui est totalement vierge de toute projection possible, où l'on ne peut parler qu'au présent immédiat. C'est l'instant, c'est le maître qui vient. Et donc, elle n'a aucune idée de ce qui va arriver. Et cet effroi-là se double d'un autre effroi, qui est l'effroi intérieur. C'est une jeune femme de 20 ans. On est dans des années où ça ne s'apprend pas, la maternité, parce qu'on ne connaît pas son corps, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps, on n'a aucune idée des organes qui l'habitent. On ne sait pas que, par exemple, il y a de l'eau dans le ventre. Quand on lui dit qu'elle va perdre les os, elle s'imagine que ce sont ses os qui vont tomber. Et elle a perdu sa maman très jeune. On sait que l'apprentissage se faisait vraiment dans la transmission directe de mère à fille, et puis avec l'entourage féminin, le gynécée familial. Là, il n'y en a pas. Et donc, c'est cette autre famille de femmes qu'elle ne connaît pas, qui va lui apprendre à connaître l'intérieur de son corps. En dessinant, il y a une scène, par exemple, qui est très importante, où Georgette, qui est une déportée plus ancienne, une vieille dame pour le camp, hein, il suffisait d'avoir 50 ans pour être déjà vieux, avec un bout de bâton dans la poussière, lui trace l'utérus, les ovaires, et elle se rend compte tout d'un coup de ce qu'elle porte en elle. Et finalement, ça n'est pas la maternité qui la sauve. Ce qui va la sauver, d'abord, c'est le pari qu'elle va vivre, et ça n'est pas du tout une chose évidente. C'est une décision. C'est là que je dis que nous sommes libres de choisir si nous voulons être du côté de la vie ou de la mort. C'est une décision de sa part de ne pas mourir avant la mort. Mais il y a aussi la conscience soudain que le seul endroit qu'on ne peut pas lui prendre, qui n'appartient pas aux nazis et aux Allemands, parce qu'il ne se voit pas, parce que le corps est resté plat, parce que la grossesse est invisible, eh bien le seul endroit qui lui appartient encore, c'est son ventre. Et à partir de là, ça devient un événement potentiellement positif pour elle. Voilà. Et ce qui est difficile dans cette perspective, c'est qu'à partir du moment où l'enfant naît, justement, on lui donne un numéro, on lui attribue un numéro, et elle se dit que ça y est, il leur appartient aussi. Il leur appartient, mais elle l'a nommé. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à la naissance, comme dans n'importe quel hôpital, il y a un registre et on va donner un nom à cet enfant. Et cet enfant-là, il est nommé par sa mère, éventuellement par la puéricultrice ou l'infirmière si la mère est décédée. Mais vous
Voilà, il reste encore le nom. C'est la seule liberté qui reste jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a une peur qui est... Enfin, le décompte commence à la naissance. On sait que les enfants ont une expérience de vie de moins de 3 mois. Chaque jour qui passe est à la fois une marche vers la mort et une victoire extraordinaire de la vie. Et c'est cette tension perpétuelle qui est à la fois très douloureuse et en même temps qui montre à quel point ces femmes avaient une capacité de résistance. C'est qu'on est sur un fil qui est extrêmement ténu entre la vie et la mort. Ça devient une question de choix. Ça n'est plus rien d'autre qu'un choix personnel. Et est-ce que ça a été... Bon, vous avez rencontré beaucoup de témoins qui, je suppose, vous ont encouragé dans ce projet. Je ne sais pas s'ils vous ont encouragé, en tout cas qu'ils vous ont peut-être autorisé. Alors, mais j'ai envie de dire que écrire comme écrire sur Auschwitz, mais là c'est écrire sur Ravensbrück, on peut se mettre quelques barrières. Comment réussit-on à se sentir autorisé à parler de quelque chose qu'on n'a pas connu soi-même, enfin d'une horreur qu'on n'a pas connue soi-même? Mais il y a 2 permissions importantes. D'abord, il y a la permission des autres, en effet. Moi, j'ai été main dans la main avec ces 3 bébés qui sont sortis vivants de Ravensbrück, avec cette maman, avec la puéricultrice, dont j'ai non seulement attendu la permission, mais j'ai attendu leur bénédiction. Ça voulait dire qu'une fois le manuscrit achevé, je ne l'aurais jamais envoyé sans une relecture positive de leur part. Donc ça, c'était très important. Ensuite, je dois dire que la permission à soi-même est fondamentale dans l'histoire. Pourquoi moi, je dois raconter cette histoire? C'est vraiment la question essentielle. Je parlais tout à l'heure de la figure du nourrisson, qui est moi aussi. Je suis ce nourrisson face à cette histoire parce que je ne l'ai pas vue. Et qu'a priori, je n'ai pas les codes, je n'ai pas la langue, je n'ai pas les images, je n'ai aucun repère pour rendre compte de cette histoire. Vous êtes comme un nourrisson face à cette histoire. Je suis comme un nourrisson face à cette histoire. Et du coup, ce qui était très important, c'est de ne pas usurper la place des acteurs et des témoins, de ne pas écrire à leur place et de me positionner comme une jeune femme d'aujourd'hui qui tente de saisir dans cette histoire ce qui est un enseignement pour maintenant et pour plus tard. D'où le prologue qui ouvre ce livre avec une figure de jeune fille qui est beaucoup plus jeune que moi, mais qui est néanmoins qui représente cette naïveté face à l'histoire qui est la mienne et celle des prochaines générations, et qui tente en fait, qui pose la question de comment faire pour que le témoignage nous relie. Le témoignage, ça sépare aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ignore. Et donc le lien ne se fait pas forcément. C'est très difficile de réagir à un témoignage. Elle voudrait y entrer dans cette histoire. Et le roman déconstruit le témoignage qui part toujours, donc comme je le disais tout à l'heure, de la fin, pour revenir à ce présent. C'est moi qui entre dans le camp avec ces femmes. Et il fallait trouver la langue pour montrer cette stupeur. Par exemple, ça donne que tous les mots du camp arrivent d'abord sous forme phonétique. Parce qu'ils ne peuvent pas être compris, parce qu'ils ne peuvent pas être reliés à une image réelle. Tout et donc ils sont mis dans le livre pour nos spectateurs entre crochets et en phonétique, justement. Et en italique. Ce sont des mots allemands. Voilà, ils se redressent peu à peu quand les occurrences reviennent et que tout d'un coup ça commence à signifier quelque chose. Et quand c'est totalement intégré par Mila, ça prend son orthographe correcte, notamment en allemand avec des majuscules au nom propre. Mais c'est l'idée d'entrer dans un territoire comme ça totalement vierge de l'histoire. Il n'y a que la fiction, il n'y a qu'un artifice qui peut faire ça. Je voulais dire, le témoignage est primordial, mais nous ne pouvons pas nous contenter du témoignage. Nous devons aller chercher, non pas épouser l'histoire de l'autre, mais chercher en nous le même, ce qui, en nous peut être habité par cette histoire. Voilà. Mélanie Chapuis, je ne sais pas, vous avez lu le livre de Valentine Gobi? Non, désolée. Non. Alors, néanmoins, je disais que dans le livre de Valentine Gobi, il y avait un risque, quelque chose qui pouvait paraître un peu choquant, qui pouvait être choquant en tout cas, même si Valentine surmonte très bien ces difficultés. Vous aussi, il y a aussi au premier abord une démarche qui pourrait peut-être choquer certains, même si votre désir n'est pas du tout de choquer. Alors, est-ce que vous pouvez, je peux le raconter, mais je vais plutôt vous laisser le faire, notamment puisque vous en expliquez dans le prologue de votre livre, quel est le principe
de votre histoire et en quoi ça pourrait peut-être paraître, j'ai presque envie de dire, presque blasphématoire. Effectivement, il y a le titre Immaculée Conception. L'idée, c'était pas, j'aime pas le terme maculé pour le côté taché que ça peut avoir, mais pour le côté charnel, et j'aimais ce côté charnel. L'Immaculée Conception, le vrai sens du terme, c'est simplement que Marie elle-même est née sans porter en elle le péché originel. Ça ne signifie pas qu'elle n'a pas fait l'amour. Donc pour moi, c'était évident que si je parlais de Marie et que je l'imaginais en tant que mère et en tant que femme, j'allais pas en faire une vierge. Ça ne veut pas dire qu'elle est impure, mais simplement, effectivement, j'imagine une histoire d'amour de laquelle est né Jésus. Et voilà. Donc voilà, votre livre met en scène le personnage de Marie qui est sur le point d'accoucher, dont on comprend rapidement qu'en fait elle a conçu cet enfant avec celui que l'histoire biblique connaît sous le nom de Barabbas, et qui est emprisonné à ce moment-là dans votre histoire. Marie va donc devenir mère sans être aux côtés du père biologique, et grâce à Joseph qui accepte de se marier avec elle pour qu'elle ne soit pas déshonorée, elle va pouvoir fonder une famille malgré tout. Une famille recomposée. Une famille recomposée avant l'heure. Mais tout ça, c'est pas complètement tiré par les cheveux. Donc, Barabbas et Marie étaient contemporains, pouvaient être contemporains en tout cas. On savait que c'était un résistant qui se battait contre l'envahisseur romain. Donc, la lutte de Marie va plus loin. Elle veut changer le cœur des hommes. Elle est beaucoup plus idéaliste. Mais enfin, ils se retrouvent dans leur combat, ils se retrouvent dans leur âge. Donc, c'était assez facile. Et il y en a d'autres avant moi, même Marek Alter a imaginé qu'ils étaient amis. J'étais un peu plus loin, mais voilà, je trouvais assez logique qu'elle aime Barabbas plutôt que Joseph, parce qu'on sait que Joseph était beaucoup plus vieux qu'elle, qu'il avait déjà 6 enfants avant elle. Il y avait beaucoup de mariages arrangés à l'époque, donc là aussi, je me suis permise même pas de jouer avec l'histoire, mais de remplir des zones d'ombre tout en prenant ce qu'on savait. Et voilà, donc effectivement, Joseph épouse Marie. Lui, il est veuf, donc ça l'arrange d'avoir une jeune femme qui s'occupe de ses enfants à lui. C'est un grand ami du père de Marie, Joachim, et donc elle va vivre dans cette famille recomposée. Elle va fuir en Égypte avec son enfant suite aux rumeurs comme quoi le roi Hérode chercherait les enfants à Bethléem pour les tuer. Donc j'utilise des aspects de la Bible qu'on connaît, et j'imagine ce qui a pu se passer entre ces lignes. Vous comblez les trous. Voilà, je comble les trous. Dans la Bible, il y a 2 lignes, seulement 2 phrases sur Marie dans un seul des évangiles. Donc c'est vrai que j'avais envie de rendre à cette femme, à cette sainte, son aspect femme et mère. Femme, mère, oui. Voilà. Et alors justement, vous le dites aussi dans votre prologue, il y a eu récemment de nombreux livres d'écrivains donc femmes, qui ont parlé de leur propre maternité. Et vous dites que vous ne vous êtes pas reconnue dans ces récits d'écrivains femmes sur la maternité, et que vous avez voulu prendre un petit peu le contrepoint en écrivant ce livre. Oui, en fait, je trouvais que des auteurs par ailleurs que j'aime beaucoup, mais les auteurs féministes parlent souvent, pas toujours, hein, elles sont assez... il y a de tout parmi les féministes aussi. Elisabeth Badinter a écrit un livre magnifique sur la maternité il y a 20 ans, mais il y a pas mal d'auteurs féministes qui soulignent tout le temps le côté, tout ce que ça enlève à une femme, et tout ce qui est vrai, c'est en termes de carrière, ça complique les choses, ça peut détruire une vie de couple, on a moins de temps pour se faire belle, c'est clair que c'est compliqué de devenir mère. Et puis ça prend aussi du temps sur la création, quand on est écrivain. Oui, mais en même temps ça décuple tout à fait, mais ça décuple les forces, c'est-à-dire que ça va compliquer la vie, mais on a tellement plus d'énergie, et moi j'avais envie de parler de ce bouleversement où au début on est presque hagard, on est perdu, c'est tellement submergent d'avoir un enfant, c'est l'amour qu'on ressent, je trouve que c'est difficile de s'y attendre et de s'y préparer. C'est un séisme, mais c'est un séisme duquel on peut sortir vraiment grandi, et ça complique les choses, mais ça donne aussi beaucoup plus de force. Donc
Donc finalement, on est gagnant, je pense. Malgré tout, même si elle réalise un trajet tout au long du livre, Marie, au début, elle fait un petit peu peur comme mère envahissante, toute puissante et possessive. C'est d'abord pas une image de la maternité. C'est pas l'image de la maternité douce. Non, pas tout à fait. Non, c'était intéressant pour moi aussi de la présenter avec ses aspérités, avec ses angoisses, ses doutes, sa folie. C'est vrai qu'au début, elle est dans une espèce de folie face à cet amour tellement puissant auquel elle ne s'attendait pas, face à sa mère qui, on le sait, Anna a voulu la naissance de cet enfant. Elle pensait au Messie apparemment depuis un moment. Elle voulait que ce soit lui. Et donc quand Jésus naît, Marie, qui avait plus ou moins les mêmes ambitions que sa mère, va regretter ça. Elle va vouloir que Jésus soit normal, elle va vouloir que ce soit son fils et qu'il ne soit pas appelé à un destin qui le lui enlève. Donc il y a toute cette période des premières pages de panique et mais en fait pourquoi j'ai eu des ambitions pour cet enfant, je veux juste qu'il soit normal et que ce soit mon enfant et qu'il puisse vivre sa vie normalement, quoi. Et il y a d'ailleurs, ça revient à quelques reprises, il y a quelque chose d'extrêmement touchant, puisque dans ce contexte-là, Marie sait qu'elle a été choisie et visitée par l'ange pour être la mère de Jésus, donc la mère de Dieu sur terre. Et à plusieurs reprises, elle dit « Bon, Dieu, je veux bien te donner mon fils, mais attends pas tout de suite, laisse-le-moi 30 ans. Et après, si tu veux, il sera ton messager. Mais j'aimerais avoir mon fils. » Vraiment être la mère d'un fils pendant au moins 30 ans. L'idée, 30 ans, c'était beaucoup à l'époque. La majorité était à 12 ans. Donc, c'est pas seulement pour elle. Elle veut qu'il puisse vivre sa vie d'enfant et ensuite qu'il puisse vivre sa vie d'homme avant de vivre sa vie auprès de Dieu et d'aider les autres. Donc, elle a vraiment envie qu'ils connaissent tous les aspects de la vie humaine avant qu'ils soient appelés à quelque chose de plus grand s'il le sent toujours. Et voilà. Et l'idée, c'était effectivement, dans mon livre, Jésus se marie. Il a vraiment sa vie humaine avant de... Et alors c'est pour ça que bien sûr ça parle de Marie, enfin ça prend pour prétexte Marie, Jésus, mais en fait c'est une histoire de maternité dans toute son universalité. Tout à fait, c'est le premier but du livre, hein, même si après effectivement je prends pas n'importe quel personnage, donc évidemment il fallait imaginer qu'est-ce que Marie laissait à Jésus. On parle toujours de la part du père dans cette histoire, mais pas beaucoup de la part de la mère, donc ça m'intéressait, mais à la base c'est vraiment de décrire ce rapport mère-enfant qui est difficile et magnifique. Valentine Gobi, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Mélanie Chapuis, mais je ne l'ai pas reçu, j'aurais bien aimé, mais hélas, je ne l'ai pas reçu. Mais en entendant Mélanie Chapuis et ce qu'elle dit de la maternité, est-ce que vous reconnaissez ou entendez des questionnements qui peuvent être le vôtre parfois dans certains de vos livres, en tout cas, ou dans oui, parce que vous C'est une écrivez question quand même dont je parle beaucoup dans mes livres. Principalement, même. Donc, non, ce que j'entends et qui me parle, n'ayant pas lu le livre, je ne peux pas aller au-delà, mais c'est... je crois qu'il n'y a pas de forme modèle de la maternité. C'est un rapport extrêmement singulier de deux individus. C'est en effet un séisme, mais ça n'est pas en soi que la maternité est un séisme. C'est parce qu'elle nous pose des questions à nous aussi sur la forme de nos existences, sur nos raisons de vivre, qui sont extrêmement profondes. Quand je disais que Mila, dans Kinderzimmer, n'est pas dans la réjouissance par rapport à sa maternité, c'est que la question n'est pas simplement d'enfanter. Il y a beaucoup d'enjeux qui se posent à travers une grossesse. Et là, ce qui me plaît dans ce que j'entends là, c'est par exemple ce combat de cette femme pour que son fils échappe à un destin qui non seulement va le lui enlever, mais va lui presque à rebours lui enlever une place dans l'histoire. C'est ça, la mère est complètement effacée après derrière Quand on a un fils qui a un tel destin, effectivement. Mais bon, j'entends ce questionnement par rapport à ce que les féministes ont dit de la maternité. C'est un questionnement qui me semble complètement d'actualité, toujours. Je crois que le fait que les femmes aient envie de faire autre chose que des enfants, de toute façon, continue et continuera à créer une tension entre la joie et la contrainte
qui est au cœur de beaucoup de romans. Merci à toutes les deux, merci à Valentine Gobi pour Kinderzimmer aux éditions Actes Sud. Merci aussi à Mélanie Chapuis pour Maculée Conception aux éditions Luce Vilquin. Et merci à tous d'avoir été là pendant l'intégralité de cette foire du livre à Brive.